Bonjour et bienvenue dans cette émission de la vie des diocèses. Nous prenons la direction de la Dordogne cette semaine. Sur cette terre du Périgord, les agriculteurs sont confrontés à de multiples crises. Le diocèse de Périgueux et Sarlat a lancé une mission rurale pour les soutenir. Sur ce territoire, les déserts médicaux sont aussi nombreux. Nous partagerons un peu du quotidien d'un médecin de campagne à Lalinde. Et puis la Dordogne compte aussi 3 établissements pénitentiaires, ce qui est conséquent pour un département de cette taille. L'aumônerie des prisons appelle toutes les communautés chrétiennes à accueillir à leur sortie les personnes ayant purgé leur peine. Avec nous aujourd'hui, Monseigneur Philippe Mousset, évêque de Périgueux et Sarlat. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Alors Monseigneur, on va parler agriculture dans cette émission. Vous-même, vous êtes arrivé dans le diocèse de Périgueux et Sarlat en 2014. Quelle est votre vision ? La vision sur le monde de l'agriculture. Tout à fait. Écoutez, nous savons que le monde de l'agriculture, d'abord, c'est un monde très diversifié. Il n'y a pas une agriculture, il y a des agricultures. Et parmi ces agricultures, certaines souffrent plus que d'autres. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment dans nos belles régions de France, nous sommes invités à soutenir cette agriculture, à être attentifs et à leur témoigner notre bienveillance et notre attention, vraiment. Et notre solidarité, parce que c'est un noble métier, c'est lui qui remplit nos assiettes. Et puis, il y a quand même une recherche de la qualité que nous souhaiterions aussi soutenir et accompagner leurs efforts. Alors, sur le terrain, des catholiques s'engagent. Je vous propose de retrouver le père Philippe Douminge, le curé de Ribérac, visite régulièrement des exploitations agricoles. Notre journaliste Antoine Coty l'a suivi dans une de ses tournées. Reportage. Philippe Douminge est curé de Ribérac depuis septembre 2016. Dans ce territoire rural, il a vite compris les handicaps qui s'accumulent chez les agriculteurs. Isolement, vieillissement ou encore faibles ressources financières. Pour se rendre compte lui-même de la situation, il rend visite à une quinzaine d'agriculteurs par an. Aujourd'hui, direction Celles, chez la famille Joussin. Salut Pierre, comment vas-tu? Bonjour mon père, et vous? Ça va. Ça va très bien, il fait beau, regardez. Ouais, super. Le père Douminge se déplace ainsi chez une quinzaine d'agriculteurs dans la zone de Ribérac. L'occasion de parler, autour d'un café, des différentes problématiques du monde agricole dordognais. On peut dire que c'est toujours une certaine précarité en permanence. On voit qu'il y en a certains, oui, où c'est. Moi, je le vois aussi dans ce qu'on peut mettre dans la terre, dans les cultures. C'est-à-dire que on sème du maïs, il faut acheter la semence de maïs et on achète des engrais pour espérer récolter beaucoup. Aujourd'hui, on voit des gens qui mettent beaucoup moins d'engrais parce qu'il y a moins de trésorerie pour pouvoir mettre. Donc forcément, on récolte moins. Et les agriculteurs cherchent donc à se diversifier. Ici, Fanny et Pierre Joussin ont par exemple ouvert un gîte et vont passer une partie de leur production en bio. Dans la Dordogne, c'est 20% des exploitations qui proposent une offre de tourisme à la ferme. Des mutations dans le monde agricole que cherche à suivre le père Douminge. J'ai toujours eu le souci d'être attentif à la vie des hommes et des femmes d'aujourd'hui, dans un esprit d'ouverture, de comprendre ce que vivent les personnes. Et quel que soit en ville ou en campagne, des hommes et des femmes vivent un certain nombre de réalités et que l'Église catholique doit être à l'écoute et sentir ces réalités-là. Autour du père Douminge, c'est toute la mission rurale qui s'active. Cette équipe de 5 personnes travaille avec une trentaine d'agriculteurs et organise 2 rassemblements par an. Pour le diocèse, c'est une manière de réfléchir à la place de l'Église dans un monde rural en crise et souvent laissé pour compte. En venant sur place, c'est aussi l'occasion de dire qu'il règne des valeurs fondamentales pour l'homme, les territoires et l'agriculture. ça nous rappelle pas mal les valeurs qu'on peut certaines fois oublier quand on est dans le travail, quand on n'y pense pas vraiment. Alors on essaie d'y penser en famille, avec les enfants, avec ma femme le soir ou le dimanche à la messe, mais le père passe souvent à la maison pour en discuter. De l'avoir à la maison, c'est plus lié à nous directement et c'est vrai qu'on se rattache, on peut s'y rattacher un peu plus que d'ordinaire. Ouais. Ces visites permettent donc aux agriculteurs d'échanger sur leur travail et, le cas échéant, sur leur foi. Pour l'Église, cela lui permet d'écouter une profession qui s'exprime peu, mais lance régulièrement des appels de détresse. Selon l'Institut de veille sanitaire, un agriculteur se suicide tous les 2 jours en France. Monseigneur, qu'est-ce qu'ils apportent de spécifique, ces catholiques qui s'engagent, comme le père Douminge, auprès de ces agriculteurs ? Eh bien, c'est tout simplement le père Douminge, avec toute une équipe,
montre le fait qu'une communauté chrétienne ne peut pas vivre en vase clos. Donc ils sont attentifs à la réalité du territoire et comme Ribérac, comme beaucoup de communautés chrétiennes dans le Périgord, ils sont au cœur des réalités qu'ils côtoient. Et donc l'agriculture, qui n'est pas la seule réalité rurale, bien entendu, mais c'est quand même une présence importante, d'autant plus que le Périgord est connu pour sa gastronomie, pour ses produits. Et donc c'est important qu'on soit présent. Et vous l'avez entendu, c'est quand même un corps qui souffre, et quand même, on ne peut pas être là sans être présent à leur côté, réfléchir avec eux. Et il y a une conviction, alors je ne sais pas si c'est maintenant que je souhaite la dire, c'est que nous devons aussi avoir le souci de leur donner la parole, d'organiser des espaces de parole pour que les agriculteurs puissent se rencontrer et réfléchir entre eux aussi. Et à chaque fois qu'on organise un peu ces rencontres, on est toujours étonné d'abord du désir de réflexion et en même temps aussi ils ont besoin de sentir qu'ils ne sont pas montrés du doigt, ils ont besoin de sentir la confiance, ils ont besoin de sentir l'amitié et c'est ainsi que l'agriculture pourra aussi évoluer. Comme chacun de nous, s'il n'y a pas ce facteur de confiance, voilà, parce que les agriculteurs souffrent un peu de méconnaissance, de non-reconnaissance, et parfois on les montre un peu trop du doigt. Pourquoi ils sont montrés du doigt ? Parce que peut-être qu'on les accuse par méconnaissance ou parce qu'on est un peu trop éloigné, qui sont les trop responsables des problèmes de pollution, par exemple, alors que quand on les côtoie, on comprend qu'ils sont pris aussi dans une économie dont ils ne sont pas les seuls responsables, mais ils sont désireux, ils sont passionnés par leur métier. C'est étonnant de voir, malgré les difficultés, ce sont des personnes qui sont passionnées par leur métier, et nous pensons que plus on leur fera confiance, plus ils pourront aussi innover, inventer et créer l'agriculture de demain, à la fois qui correspond aussi à nos attentes à tous. Vos attentes, ce serait quoi ? Eh bien, d'abord des agriculteurs qui soient suffisamment nombreux sur un territoire pour vivre, avoir le temps de vivre et animer le territoire, et non pas simplement des exploitations immenses qui, si on ne fait pas attention, sembleraient être la perspective unique. Et nous voyons bien que plus les agriculteurs sont, j'allais dire pas forcément les plus nombreux possibles, mais il faut un minimum d'agriculteurs et qu'ils aient le temps aussi de faire connaître leur métier, qu'ils aient le temps aussi de s'intéresser à la filière de leurs produits, inventer des filières économiques, ce qu'on appelle les circuits courts, et puis d'autres systèmes économiques. Je ne suis pas un spécialiste, mais ils ont besoin de cette confiance. Voilà, et ça, c'est très important. Comme chacune de nos professions, si j'ose dire, on a besoin de cette confiance pour construire un monde meilleur, et les agriculteurs souhaitent y contribuer. Monseigneur, il faut rappeler que vous avez été l'instigateur de cette visite au Salon de l'agriculture. C'était en février dernier avec vos confrères évêques. Alors, bien sûr, derrière la vitrine du Salon de l'agriculture, il y a des personnes qui s'engagent concrètement sur le terrain. C'était aussi une visite symbolique. Ça, c'était important aussi à vivre. Oui, il faut reconnaître que... Alors d'abord, je suis l'instigateur avec mes frères évêques. Franchement, il y a un autre évêque, Jacques Habert, Monseigneur Jacques Habert, qui est responsable de la mission rurale au niveau national. Donc c'est ensemble que nous avons... C'était une initiative forte. Alors c'est une initiative forte parce que d'abord, tous les diocèses, j'allais dire peut-être... Alors celui de Paris, je ne sais pas trop, et encore il y a peut-être un peu d'agriculture d'une manière un peu originale, mais tous les évêques sont confrontés ou connaissent des agriculteurs, et ils y sont très sensibles. Et comme tous les évêques organisent des visites pastorales, lorsqu'ils invitent les agriculteurs, ceux-ci sont toujours très contents d'avoir que l'évêque les visite, leur en visite et s'intéresse à leur métier. Je le dis encore une fois, ils sont passionnés par leur métier, et peut-être qu'on ne s'intéresse pas suffisamment à leur métier, mais en allant les voir sur place. Et deuxièmement, le Salon d'agriculture, c'est une vitrine en or.
qui donne la possibilité aux agriculteurs de présenter un petit peu la diversité de l'agriculture en France, même si ce n'est pas le reflet de tous les agriculteurs. C'est une occasion en or à saisir parce qu'on en parle. Les gens, même des villes, viennent en famille et donc c'est vraiment une belle occasion de faire découvrir l'agriculture, même si elle ne dit pas tout de l'agriculture, bien entendu. On parle beaucoup en ce moment de la réforme de la PAC, la politique agricole commune. Quels sont vos points d'attention ? Les points d'attention, c'est que nous souhaitons qu'un jour l'agriculteur puisse vivre sans toutes ces subventions, mais celle-ci est très nécessaire puisque dans le domaine de l'élevage, alors je n'ai pas les chiffres parce que ce n'est pas mon métier direct, mais je crois que dans certains secteurs de l'élevage, la PAC constitue la quasi-majorité du revenu. Donc vous vous rendez compte, dans d'autres domaines, moins. Et donc, il est souhaitable, ils ont la fierté de leur métier. Donc, il est souhaitable que les choses évoluent et qu'on reconnaisse à son juste prix le travail et le produit des agriculteurs. Donc on voit bien, alors heureusement qu'il y a la PAC d'une certaine manière, parce que ça serait catastrophique pour beaucoup, mais on voit bien qu'il y a un système qu'il faudrait sans doute revisiter et que l'agriculteur puisse vivre de son travail et qu'on puisse le reconnaître en lui payant un minimum le juste prix. Et c'est pour ça que Évêque, on souhaite aussi, on n'a pas de chèque à faire, on n'a pas de subvention à donner, mais on veut faire entendre cette voix quand même. Et quand vous allez au centre d'agriculture, excusez-moi, et que vous voyez toute cette agriculture régionale qui attire les regards, c'est presque unique, cette agriculture-là. Et donc, on ne peut pas passer par perte et profit sous le seul critère de l'économie. Il faut qu'on réfléchisse ensemble pour sauvegarder cette belle agriculture. Alors, on va passer à un autre sujet maintenant. Cela va peut-être vous surprendre dans cette émission La vie des diocèses. Nous allons parler des déserts médicaux. En Dordogne, nombreuses sont ces zones dépourvues de docteurs. Les jeunes qui sortent de médecine se concentrent dans les villes. Mais certains médecins demeurent coûte que coûte en campagne. C'est le cas par exemple du docteur Vincent Bonnel à Lalinde. Sa mission va bien au-delà de ses compétences purement scientifiques et sa foi chrétienne le soutient. C'est lui qui en témoigne. Quand je fais des visites, oui, c'est un plaisir de retrouver ces patients qui ont besoin de notre passage. Tout à l'heure, on va aller voir un patient qui n'est pas encore en fin de vie, mais qui a une maladie évolutive. Et il est en train de se paralyser tranquillement. Et le temps d'échange avec lui est extrêmement important pour le préparer tranquillement et ça se passe le mieux possible. Advienne que pourra, je me dis. Vous profitez de ces bons moments encore? Ma foi, parfois, il y a de bons et de mauvais. Il y a les deux. Ah oui. Très bien. Voilà. Bon, alors pour remonter sur la tondeuse, il faudra attendre encore un petit peu. Hein? Oui. J'essaye de distinguer quand même assez le côté professionnel de mon engagement catholique, mais bien sûr ça m'aide à garder confiance et à continuer à espérer pour mes patients. Monseigneur, quel regard vous portez sur la mission de ce médecin ? Je constate évidemment dans les visites pastorales, mais aussi par mes frères prêtres et puis par les communautés chrétiennes, on en parle beaucoup, c'est un sujet de préoccupation, la désertification, on l'appelle globalement la désertification du monde rural, même si je pense que les élus, vraiment, les habitants, sont très soucieux de ces questions-là. Donc, ils les portent à bout de bras. Et ils essaient aujourd'hui d'essayer d'offrir les conditions, de réunir les conditions pour que différentes professions, dont les médecins, et forcément c'est important, la santé, mais aussi les infirmières, le service à domicile, tout cela puisse se vivre dans le rural. Parce que le rural, il faut quand même le reconnaître, même les gens des villes, la Dordogne est un pays très touristique. Il y a un tourisme très important. On aime ce rural. Donc, si on veut que le rural vive pendant les périodes touristiques, il faut aussi qu'il puisse vivre dans les périodes moins touristiques. Et donc,
vraiment, les élus se battent. Hein. Je suis très... Mais tout le monde. Hein. Je crois que le rural a une forte conscience pour essayer non pas d'attirer, mais que les gens puissent découvrir le rural aujourd'hui. Et pour l'Église, c'est un espace à réinvestir d'une certaine manière. Il faut réinventer un peu la présence de l'Église aussi dans ce monde rural. Bien sûr, on ne peut plus vivre même la mission de l'Église telle qu'on la vivait autrefois. Pour diverses raisons, elle serait longue à faire la liste, mais il ne faut pas se résigner à simplement à gérer le déclin missionnaire comme à gérer le déclin économique d'un monde rural. Donc nous n'avons pas, j'ai pas mission d'organiser la question économique, mais on ne peut pas s'en désintéresser. Mais au niveau missionnaire, il nous faut non pas maintenir les structures que nous avions, parce que nous ne pouvons plus les tenir, mais nous avons, loin s'en faut, des possibilités d'inventivité, de créer des missions rurales. Et je suis même très surpris, agréablement surpris. Je viens de faire une visite pastorale, la dernière que j'ai faite. Je reste à peu près presque une semaine. Hein. Je campe sur place, je dors et je prends le temps de visiter. Je suis très surpris, justement, aujourd'hui, je crois, nous sommes dans ce moment historique où il y a une prise de conscience très forte maintenant des communautés qui ont conscience qu'on ne peut plus reproduire et qu'on ne peut plus garder les structures que nous avions jusqu'à ce jour, qui sont trop lourdes pour nous, et on ne peut plus non plus conduire une pastorale qu'en conduisant avec le rétroviseur, hein, c'est en comparant avec autrefois, sinon on va droit dans le mur. Et il y a une prise de conscience, vraiment la dernière visite pastorale, dans un lieu très enclavé, eh bien j'ai trouvé des gens qui disent on n'est pas nombreux, mais on est missionnaire. Je crois qu'il y a une conscience de disciple missionnaire. C'est pas un concept. C'est ce que vous écrivez d'ailleurs dans votre message pastoral de Pâques donc de cette année. Tout à fait. Monseigneur, le pape François souligne aussi que la paroisse n'est pas une structure caduque et qu'elle peut prendre des formes très diverses et la créativité missionnaire du pasteur et de la communauté sont essentielles. Est-ce que c'est un petit peu ça aussi que vous souhaitez vivre, vous, dans les paroisses de votre diocèse ? Je ne sais pas si vous l'avez lu dans mon document. Je m'en suis inspiré, en tout cas. Mais cette référence fait partie, une place importante. Les paroisses ne sont pas caduques, c'est vrai. Mais attention, il faut ajouter ce que je viens de dire tout à l'heure. Nous devons entrer dans ce que le pape François appelle dans sa première exhortation apostolique, à l'évangile de la joie, nous devons entrer dans la conversion pastorale de nos fonctionnements, comme dire, on ne peut plus fonctionner comme avant, et dans la transformation missionnaire de nos communautés. Et ne pas avoir peur de ces changements. Et ça veut dire quoi concrètement ? Par exemple, dans votre message, vous appelez toutes les paroisses ou toutes les communautés à créer des initiatives missionnaires. Très concrète. Absolument. Mais d'abord, ils n'ont pas attendu que j'arrive pour le faire. En tout cas, ça a donné un petit coup de... Mais voilà, mais comme pouce. c'est une... Mais je crois que d'abord, c'est une conviction à la fois des prêtres, mais aussi des laïcs, des religieuses qui sont chez nous, mais des laïcs qui prennent conscience qu'aujourd'hui, la mission ne se transmet pas d'une manière systématique dans les familles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est aux communautés chrétiennes qui redécouvrent la mission du baptisé, c'est-à-dire, puisque ça ne se transmet pas d'une manière automatique, peut-être ça se faisait un peu comme ça. Chez moi, on était baptisé avec... j'ai beaucoup reçu de ma famille, donc je la bénis et la respecte infiniment, mais c'était un peu systématique. Là, aujourd'hui, c'est plus systématique. Je dirais d'un certain sens, je ne vais pas dire tant mieux, mais presque, parce que ça nous oblige à aller à la source de la mission. Et donc, chaque membre qui se réunit dans la communauté est appelé à devenir disciple du Christ et missionnaire. Et se redécouvrir quels sont les essentiels. Il ne faut pas se perdre dans le secondaire. Quelles sont les choses essentielles pour qu'une communauté devienne missionnaire. C'est cela que nous essayons de découvrir par des journées diocésaines, mais aussi au niveau des doyennés ou des ensembles pastoraux et des paroisses. Il y a ce désir de travailler à ce niveau-là. Il y a ces journées missionnaires diocésaines que vous avez lancées en 2016. Vous en êtes où aujourd'hui ? Oui, effectivement, dans ma mémoire, oui, c'est ça. Vous êtes bien informé, je vois. C'est bien 2016, octobre 2016. C'est des journées qui permettent aux catholiques d'échanger sur leurs initiatives missionnaires. Exactement, parce que soit on fait des décrets, soyez missionnaires. Ça veut dire quoi ? Un décret, ça ne tombe pas d'en haut. D'abord, ça veut dire que les gens dans les paroisses, les prêtres et leurs communautés ont ce souci-là. Et je me suis aperçu, grâce aux visites pastorales, qu'il y avait des initiatives missionnaires, et moi-même, je n'étais même pas au courant.
Alors peut-être que la communication n'est pas suffisante. Vous savez, on vit dans nos communautés des choses, mais forcément, l'idée n'est pas toujours là pour communiquer ce qu'on vit. Donc ces journées missionnaires, c'est ni plus ni moins. Je crois qu'il y avait 17 ou 18 ateliers, d'initiatives nouvelles dans différents domaines, y compris la prison, peut-être qu'on en parlera plus tard, pour essayer de se dire, cet évangile qui nous fait vivre, qui donne du goût à notre vie, qui est un peu le sel de ma vie et la lumière de ma vie, il n'est pas fait que pour nous. Le Christ nous l'a donné aussi pour que nous puissions le porter. Et en même temps, il n'y a pas à avoir peur à le porter, parce que le Christ travaille. Hein, je veux dire, il y a des attentes. Il y a des attentes. On ne sait pas quelque chose qu'on vient parachuter. Hein, et nos initiatives missionnaires, grâce à ces journées, en quelque sorte, on s'aperçoit que des paroisses ont expérimenté, commencent à avoir une petite culture, mais ça varie d'une paroisse à l'autre, une petite culture de cette audace missionnaire. Ils s'aperçoivent que finalement, cet évangile, eh bien, il est attendu d'une manière inattendue. C'est pas parfois tel qu'on le pensait, mais c'est attendu. Voilà un lieu de présence de l'Église catholique depuis 1995 dans le diocèse de Périgueux et Sarlat. L'aumônerie des prisons a été fondée sur des bases écuméniques, catholiques et protestants, ensemble pour accompagner les personnes incarcérées. C'est un lieu concret d'accompagnement des prisonniers avec Jésus. On va écouter Richard Lavigne, il est aumônier à la prison d'arrêt de Périgueux. Nous avons comme mission l'accompagnement des détenus, l'accompagnement spirituel bien sûr, mais spirituel c'est un mot qui est très large, c'est-à-dire accompagner des gens qui sont en difficulté, qui vivent la précarité, qui vivent le choc de la détention. Et quand ça se présente, quand ils le souhaitent, Dieu vient dans les interstices et on parle un peu de foi, on prie. Les prisonniers sont des gens comme vous et moi, qui peut-être ont fait un faux pas. Et puis l'Évangile nous apprend que nous sommes tous pécheurs et que nous pouvons tous être en prison, mais surtout que nous pouvons tous être relevés avec la grâce de Dieu. J'appelle la communauté chrétienne à l'ouverture, à l'accueil fraternel tel que la Bible et l'Évangile nous l'enseignent, et surtout à sortir du contexte de peur, de rejet que l'on voit un petit peu autour de nous en ce moment. Alors, Monseigneur, la Dordogne compte 3 établissements pénitentiaires, 1000 personnes incarcérées, ce qui est assez conséquent pour un département de la taille de la Dordogne. D'où est-ce que cela vient de ce nombre de prisonniers, ce nombre d'établissements pénitentiaires? Je ne saurais vous dire l'historique. Toujours est-il, comme ces lieux sont là, nous avons la charge au niveau de notre diocèse d'être présents dans ces 3 centres pénitentiaires. Et je remercie Monsieur Richard Lavigne qui fait un très beau travail avec ses équipes. Et j'en profite de KTO pour dire qu'il y a de belles équipes, mais qu'il y a besoin de renouveler les équipes qui sont, c'est juste au niveau, donc il faut faire des appels. Si des personnes du diocèse de Périgueux et Sarlat seraient intéressées, ça serait important. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? On attend d'eux d'abord, il y a plusieurs types de missions, c'est-à-dire il y a ceux qui vont à l'intérieur de ces centres pénitentiaires et qui font un travail très important. Donc il faut être une équipe, on ne peut pas faire ça tout seul. Parce que vous parliez précédemment de l'évangélisation. Vous disiez que les prisons étaient un lieu concret d'évangélisation. C'est ça vraiment que... Mais bien sûr, il n'y a aucun lieu dans le Périgord qui doit être exclu de l'évangélisation. Tout lieu, toute personne doit faire l'objet d'un intérêt pour l'annonce de l'Évangile, en prenant conscience que nous sommes toujours devancés. On est surpris quand on va rencontrer quelqu'un et qu'il accepte de dialoguer avec nous. On est surpris de voir déjà l'Esprit Saint à l'œuvre. Attention, c'est pas nous qui venons. Voilà, le fait que la personne désire avoir un dialogue et demande d'être visitée, c'est déjà extraordinaire. Deuxièmement, moi j'y vais 2 fois par an, c'est-à-dire à Noël et à Pâques, comme la plupart de mes confrères évêques, évidemment, là où il y a des centres pénitentiaires. Et je suis très surpris de ces célébrations. Et je vois bien, je ne suis pas naïf à ce point, et je vois bien tout le travail qui est fait en amont pour que les gens viennent de plusieurs confessions chrétiennes, mais aussi d'autres confessions. Il arrive que des musulmans viennent aussi à ces célébrations.
Donc, il y a tout un travail derrière qui est fait par ces équipes-là. Hein. On entend Richard Lavigne qui lance un appel aux communautés chrétiennes, donc à leur sortie, pour des prisonniers, que ces communautés s'occupent d'eux. Ça aussi, c'est important, c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus difficile. Oui, c'est vrai. Alors, ça demande une communication entre nos diocèses aussi, parce que parfois, celui qui sort de prison, soit il reste dans le diocèse où nous sommes, ou soit il va dans un autre diocèse. Et je sais que Richard Lavigne, un jour, m'avait dit qu'un de jeunes sortait de prison en Périgord, il allait à La Rochelle. Comme c'est mon ancien diocèse, j'ai pris contact pour qu'on puisse l'accueillir. Effectivement, c'est très important parce que c'est la période de la réinsertion. On sait bien que c'est un moment difficile et fragile. Et là, nous devons sans doute développer nos efforts de présence et d'accompagnement avec des personnes aussi qui peuvent nous aider aussi dans cet accompagnement. Mais c'est très important qu'on soit dans ces moments de réinsertion, c'est-à-dire, comme il vient de le dire, moi je crois à la rédemption, c'est-à-dire que la personne n'est condamnée d'une manière définitive. Merci Monseigneur pour ces mots et merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Merci à vous. Et merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Je vous invite à visiter le site internet du diocèse de Périgueux et Sarlat pour retrouver toutes ces actualités. Et vous retrouverez également cette émission sur notre site internet ktotv.com à partager largement autour de vous. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci.